Bah, en ce cas-là, regarde, inverse les deux. Quand on décide avec François de créer Artémis, on propose cette organisation de ce laboratoire aux gens qu'on connaissait, aussi bien du côté des chercheurs que du côté des consultants qui avaient une posture de recherche, qui étaient intéressés par la recherche. On n'a pas eu, comme vous disait François, on n'a pas eu un très grand succès du côté des chercheurs académiques, puisque la plupart des chercheurs, en réalité, étaient pris par leur carrière, et les seuls qui étaient pris qui créaient une distinction avec leur carrière, notamment nos amis de la psychodynamie du travail, ils n'étaient pas dans l'idée de créer un laboratoire indépendant de l'université. Donc on s'est retrouvé qu'à 3 chercheurs. François, Jean-Yves Boulin, qui était un sociologue du travail, qui est toujours un sociologue du travail, et qui était dans la même université que moi, Paris-Dauphine, et dans le même laboratoire universitaire que moi, qui était l'IRIS. Mais IRIS Travail et Société. Mais c'est le seul chercheur qui ait accepté de rentrer dans cette démarche. Ensuite, par contre, nous avions des consultants qui ont été d'accord pour venir. Alors, il y avait une consultante avec une formation de philosophie qui était Solange Neijborn. Il y avait d'autre part Christian Trenel, qui était quelqu'un que je connaissais à travers l'expérience du Nord-Pas-de-Calais, qui avait un cabinet de conseil sur les questions d'organisation et notamment sur les enjeux du temps de travail. Je me souviens plus du nom du cabinet. Exa Conseil, non? Peut-être. Un truc comme ça. Et puis d'autre part, notre ami ergonome que toi tu connaissais, Bernard Mélier, qui avait un cabinet d'ergonomie à Toulouse. Et donc on a démarré à 7. 3 chercheurs, 4, il m'en manque un. Et Olivier, bien sûr, pardon, que je suis bête. Olivier Blandin, qui était lui un mi-chercheur, mi-consultant, puisque c'était un étudiant, à l'époque, c'était un étudiant qui avait fait son DEA avec moi, à Dauphine, et qui avait participé au réseau Artémis, qui travaillait avec moi étroitement depuis au moins 4 ans, qui est la personne la plus importante en dehors de François et moi dans la constitution d'Artémis. C'est tellement évident que j'ai oublié de le dire. Voilà, Olivier, bien sûr, Olivier Blandin, voilà, qui est un économiste. Donc on est parti à 7. Olivier étant un peu une expérience de chercheur et une expérience de consultant, un peu les deux. Et puis, autour de nous, sont venus d'autres chercheurs, pour voir un peu comment ça se passait. Je pense à Zarifian, qui est venu à nos assemblées, et puis d'autre part, d'autres consultants. Donc on a fonctionné au démarrage à 2 vitesses. Le laboratoire lui-même, 7 personnes, et puis autour de nous, une vingtaine de personnes, que on regroupait l'été en séminaire, il y avait des groupes de travail, de discussion entre eux et nous, sur différents sujets, le management, le développement durable. Alors, par exemple, d'autres chercheurs sont venus, des chercheurs sur le développement durable, je pense à Bertrand Zwindo, sont venus sans rentrer dans le laboratoire, qui coopéraient avec nous. Et donc, il y avait une dimension un peu à 2 vitesses, le laboratoire lui-même et ses consultants, avec lesquels nous organisions de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, des interventions auprès des entreprises ou des collectivités territoriales et des chercheurs qui contribuaient j'ai 2 noms qui me reviennent, Philippe Zarifian et Bertrand Zwindo. Je ne sais pas si tu en as d'autres. C'est toujours assez peu nombreux. Oui. Moi, ce que je comprends de ça, à l'expérience, c'est qu'en fait, on a tout de suite été confronté au problème que posait notre propre choix, c'est-à-dire la question de la limite. Pluridisciplinarité, ça s'arrête où? Si on pose des questions à partir du travail, de l'entreprise, du territoire, le développement durable, la planète, on s'arrête où? C'est-à-dire que c'est à la fois un problème théorique. Les gens qui font des carrières scientifiques s'engagent dans des territoires bordés, forcément, et bornés ou bordés, comme on voudra dire, selon que c'est une limite ou une borne, selon précisément. Et les consultants aussi, ils ont des marchés qui se construisent sur des périmètres dans lesquels ils construisent une prétention. Tous peuvent être intellectuellement sensibles au fait que c'est trop court, c'est étroit, ça ne suffit pas. Mais passer la rampe de cette limite et s'embarquer dans des dynamiques où on se met en danger par rapport à des repères
où on a construit son principe d'existence, c'est vachement dur. Et rejoindre des gens qui l'ont fait, mais qui l'ont fait au terme d'une trajectoire personnelle, et qui, quand elle est à plusieurs, est devenue personnelle partagée, parce qu'ils ne l'ont pas fait indépendamment. C'est extrêmement difficile. Pour répondre à vos interrogations et constats que tu rappelles, avec lesquels je suis tout à fait d'accord, c'est à partir de ça que on a commencé à concevoir le concept de communauté de pensée et d'action. C'est-à-dire une démarche qui ne visait pas simplement à développer notre laboratoire, mais qui visait à développer les réflexions et les actions de notre laboratoire en coopération avec d'autres acteurs, que ce soit qui seraient d'accord pour constituer une communauté. Alors d'autres chercheurs, des chefs d'entreprise plutôt, ou des cadres d'entreprise, des responsables de collectivités territoriales. Et cette idée de passer à la communauté de pensée et d'action, c'était l'idée de trouver un mode de réponse sur différents enjeux, dont l'enjeu que vient de rappeler François, mais aussi la nécessité qu'au-delà d'une intervention, les échanges et la réflexion puissent se poursuivre, que ça ne s'arrête pas à l'intervention. Que l'intervention, c'est qu'une étape d'une coopération qui est destinée à être sur le long terme, ce que j'appelle un processus ininterrompu par étape. Et pour pouvoir organiser ces processus ininterrompus par étape, on a commencé à penser le fait qu'il y avait besoin d'autres organismes qui travaillent avec nous et que nous avons cherché à impulser. Alors le premier organisme que nous avons commencé à impulser, c'était d'abord les conférences, parce que les conférences qui ont démarré en 2007, un truc comme ça je crois, je ne me souviens plus, en 2007 à peu près, les conférences regroupaient des gens qui discutaient avec nous, et avec un public assez fidèle, qui revenait régulièrement, bon, et qui regroupait alors là d'autres chercheurs, ça leur demandait même pas le même type d'intimité par rapport au travail que nous engagions quotidiennement dans Artémis. D'autres consultants, des cadres, etc. Bon, donc les conférences. Puis assez vite, à partir de 2006, nous avons créé un club, le club Économie de la fonctionnalité et développement durable, que Patrice a très vite rejoint, je ne sais pas si c'était au tout début, en tout cas très vite a rejoint, et a impulsé ce club avec moi, qui permettait, alors on avait des rencontres, il y avait pas mal de chercheurs dans ces clubs, il y avait, permettait justement des formes de coopération plus larges que celles d'Artémis. Puis derrière les clubs, on n'en a pas fait qu'un, on en a créé plusieurs. Aujourd'hui, il y a une dizaine, un peu plus d'une dizaine en France, on a même créé ça ensuite au Brésil. Et puis, pour pouvoir donner une représentation d'ensemble, il y avait d'autre part des gens qui étaient intéressés à travailler en coopération avec nous en dehors des clubs, là où il n'y en avait pas, nous avons créé l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et là, je pense que c'est une idée très importante. Alors ça a été d'abord une intuition, en fait. On s'est lancé ça, qui provenait de notre propre travail, du bilan de notre propre travail, et des limites qu'on trouvait dans des formes de coopération avec d'autres que nous-mêmes. Et on voyait bien que les gens avaient du mal à rentrer dans Artémis, compte tenu de ce qu'a dit François. Mais juste là-dessus, je t'en prie. Tu as raison, mais c'est une question qu'on a connue aussi en interne. Ces créations successives, qui devaient beaucoup être ton génie de création systématiquement, dès que tu mets un pied par terre, il pousse quelque chose, mais en interne, plusieurs étaient perdus. N'arrivaient pas à suivre exactement qu'est-ce qu'on fout là, on multiplie des tas de trucs, mais on ne sait plus où on est. Et donc, il y avait toujours des problèmes de périmètre. Est-ce que c'est pertinent de vouloir grossir tant que ça, grossir comme ça, sans risquer de perdre dans une dilution des engagements, ce qui faisait normalement une certaine puissance quand elle était assez bien concentrée. Et donc on a été constamment dans un réglage un peu comme en accordéon entre des extensions et non pas des replis, mais alors, non justement je ne vais pas le dire comme ça, mais plutôt j'allais dire concentration, c'est un mot qui n'est pas terrible, mais approfondissement, voilà. Et on a eu une respiration comme ça. Et par exemple avec l'Institut, c'est typique. Au tout début, l'Institut a été poussé, tenu par une partie d'entre nous, pas tous.
Et puis progressivement, les autres se sont laissés convaincre et ont compris l'intérêt qu'il y avait, mais n'y prenaient pas forcément les mêmes parts, ce qui n'était alors pas grave de la même façon. C'était juste des problèmes de s'accorder sur des niveaux de connaissances qu'on puisse partager. Moi, j'ai eu à un moment donné une inquiétude qu'on perde une certaine centralité du travail au fur et à mesure qu'on s'embarquait sur des objets où il devenait l'enjeu d'une lutte que le travail y soit. Y compris dans l'économie de la fonctionnalité de son premier mouvement, il n'y a pas de travail dedans. Alors la question que vient de poser François renvoie au mode de gouvernance que l'on a choisi d'Artémis. Je pense que c'est un point très important. Dans le mode de gouvernance d'Artémis, d'abord on a choisi un statut, c'est pas terrible, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore des sociétés coopératives d'intérêt collectif, mais on a choisi le statut de société anonyme à responsabilité limitée, c'est SARL, qui nous permettait de faire en sorte que toutes les personnes qui s'engageaient dans le travail, dans le cadre d'Artémis, étaient en même temps des associés, ils étaient associés à la gouvernance et à la stratégie, à la définition de la stratégie du laboratoire. Donc ça, c'était un premier point très important, où toutes les personnes qui venaient travailler. Dans un deuxième temps, nous avons eu une expérience qui était malheureuse, où nous avons embauché aussi des salariés, 2 salariés, qui étaient jeunes, plus ou moins jeunes, et plutôt jeunes. Dans notre métier jeune, on en reste longtemps. et on s'est rendu compte qu'en fait, ce statut de salarié était contradictoire avec ce que l'on cherchait à faire et aux responsabilités que l'on cherchait à faire adopter par les uns et par les autres, parce qu'en tant que salarié, ils nous demandaient des directives. Et ils nous demandaient, d'autre part, que l'on s'intéresse et qu'on se préoccupe principalement de faire revenir des contrats pour les faire travailler. Et ça nous mettait dans une tension, notamment François et moi, mais Olivier également, compliquée, parce que notre objectif, ce n'était pas de chercher des contrats, notre objectif, c'était de faire avancer la recherche et de faire avancer la doctrine. Bien sûr, on avait un contrat pour vivre, mais ce n'était pas le problème de développer les contrats. Nous, ce qu'on cherchait, le contrat étant une expérience d'intervention, et on choisissait les interventions que l'on considérait comme intéressantes, qui pourraient faire avancer une question et qui pourraient produire une doctrine économique, une doctrine ergonomique, et donc derrière, en lien avec les enjeux théoriques. Et cette tension, à un moment donné, s'est traduite par une petite crise qui était en 2004, si je ne me trompe pas, donc 3 ans après la création d'Artémis, où nous avons renoncé à avoir des salariés, et on a proposé à nos 2 jeunes salariés de trouver des trajectoires, on les a accompagnés pour trouver, ils sont sortis d'Artémis. Et à partir de là, nous avons pris la décision de ne pas recruter de salariés, sauf pour la question de la gestion et la dimension administrative de notre laboratoire, mais que les intervenants qui rentraient dans Artémis, ils avaient une forme d'autonomie de décision vis-à-vis de nous-mêmes, et moi qui assurais la direction scientifique, notamment vis-à-vis de moi. Oui, on donnait une impulsion théorique, on a une impulsion, mais ensuite, la réalisation de ce qui était à faire devait être prise en charge par chacun. Et quand les membres d'Artémis n'étaient pas complètement convaincus que lancer un club était une bonne idée, il n'y avait pas de directive. Tu vas créer un club. Non. Il n'y a jamais eu ce type de relation de subordination à l'intérieur d'Artémis, qui est un point très important. C'est-à-dire, les membres d'Artémis, on a réussi, je pense, à se déconnecter des logiques de subordination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépendance, des membres sur les contrats, mais s'il n'y avait pas de subordination, et d'autre part, que chacun trouve son mode de développement professionnel et intellectuel, et que ce n'était pas dicté par la direction que nous assurions, Olivier, François et moi. Voilà. Il y avait un point, juste là-dessus, qui était un peu implicite, mais qui n'était pas aussi clair qu'il s'allait devenu, c'est que tout ça, on a pu le faire aussi parce qu'on avait, nous, Christian et moi, un abri universitaire et notamment financier par l'université. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de on a posé une entreprise, l'Artémis, sans relation de subordination et sans salariat, mais en partie par le fait que nous avions une sécurité financière par l'université. Alors tout l'enjeu, c'était que ça arrive à impulser une dynamique qui permette à ceux qui rentraient de ne pas avoir besoin de cet adossement-là pour pouvoir trouver dans Artémis
l'espace de développement qui leur permette de s'y suffire. Ce réglage-là a toujours été compliqué, d'autant que derrière cet adossement à la diversité, il y avait aussi un adossement à l'univers académique de recherche. Donc il y avait là deux questions qui se mêlaient, c'est toujours vrai d'ailleurs, et qui font partie du caractère, non pas ambigu, mais compliqué de ce que l'on cherche à faire. Ce n'est pas un modèle qui tient tout seul. Si on regarde un peu la trajectoire vue d'ici, vue d'aujourd'hui, moi il me semble que la question qui a le plus bougé, c'est notre rapport à la recherche. Au départ, elle était dans l'énergie même de ce qu'on faisait, parce qu'on était sur des statuts et sur des histoires qui étaient construites sur un lien intime de l'un à l'autre. Et en plus, on a mené au tout début des interventions ensemble, donc avec un adossement à la théorie et une confrontation à la pratique de même nature. L'évolution a favorisé des dynamiques d'intervention où on ne perdait pas de vue des questions de recherche, on avait un esprit de recherche, plus qu'on a eu progressivement une production de recherche. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où, précisément, on a eu deux réflexions. La complexité de tenir réellement dans le temps, les deux d'une manière qui soit aussi intime que c'était au départ. Et deuxièmement, le fait que, à force d'avoir tiré justement les choses, d'avoir poussé les bornes et donc d'avoir eu des problèmes de périmètre, on est arrivé à un moment où on a besoin de faire un point sur comment ça tient, d'un point de vue conceptuel, théorique, dans une confrontation aux disciplines qui ont continué leur propre parcours à côté. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui, alors l'âge aussi, on se débranche un peu plus des questions d'intervention au sens classique et on essaye de se réinvestir de manière plus explicite sur les questions de recherche que ça pose. C'est comme ça que je dirais que, moi je vois ça un peu, c'est un peu résumé évidemment, mais que je verrai les choses aujourd'hui. C'est une question, je pense, très importante, de tout à fait raison, qui tient aussi au fait que, au fur et à mesure que de nouveaux membres entraient dans la Thémis, le champ des interventions s'est considérablement développé, parce qu'on est parti à 7, mais dans la réalité, la réalité pratique, on était 3,5. C'est Olivier, toi François, moi et Jean-Yves un peu, de manière un peu en accordéon selon les périodes, puis ensuite il en est sorti. Les autres, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc on était peu nombreux, et puis on s'est retrouvé à un moment donné où on était une quinzaine. Alors on était beaucoup plus nombreux. Alors bien entendu, cette force de frappe, je dirais, concernait différents milieux, différents secteurs d'activité, différents territoires. Et là, nous avions eu toute une réflexion. C'est à partir de 2010 que ça s'est mis en place. À partir du moment où on a commencé à animer des réseaux d'entreprises, des réseaux de dirigeants d'entreprises. Là, se posaient des questions de stratégie, pas simplement de recherche, de stratégie d'organisation, de stratégie d'organisation de systèmes d'acteurs. Donc on a passé une énergie très importante à la stratégie de développement et à la stratégie, on dirait, politique de ce développement. Du coup, on a mis un peu en sourdine le travail de recherche au sens de la confrontation de nos résultats de recherche, parce que la recherche était toujours là, au sens de la recherche opérationnelle, la production conceptuelle, au sens de la doctrine, était toujours là. Il y a toujours un approfondissement très sérieux de notre doctrine et un enrichissement de cette doctrine. Mais la confrontation de cette doctrine au corps théorique issu de l'histoire en économie ou de l'ergonomie ou même de la psychologie avec la psychodynamique du travail, ce travail-là, on l'a mis un peu de côté, cette confrontation théorique. On l'a mis un peu de côté et c'est ce qui revient, comme le dit François aujourd'hui. Le deuxième point, je pense, très important de ce retour en arrière, c'est qu'on a démarré, mettons à 7, mais aujourd'hui on a une communauté de pensée, d'action autour d'une logique qu'on appelait finalement une démarche qu'on a appelée l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce que la coopération remettait la question du travail au cœur de l'affaire, avec des dimensions entrepreneuriales, des dimensions territoriales et des dimensions sociétales, de mode de vie.
Là, maintenant, quand on regarde, on est une communauté. On n'est pas le laboratoire. On est une communauté avec le laboratoire, les clubs, l'institut, des dimensions internationales, notamment au Brésil, mais aussi une association qui nous a beaucoup aidé à réfléchir sur le rapport à la politique, qu'on a appelé Travail et Politique, qu'on avait impulsé à partir de 2012, et qui se retransforme en démocratie sociétale, avec quelques difficultés, comme tout processus, mais c'est aussi du coup une communauté beaucoup plus large. Là, on voit bien au moment de l'université organisée par l'Institut, cette communauté, il y a 200, 300 personnes qui là. Donc les problèmes de responsabilité et d'organisation se donnent dans des termes complètement nouveaux. On ne pourrait absolument pas diriger de la même manière à l'heure actuelle à Thémis que comme on a pu le faire au début, François et moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une transition, mais on est très content de transmettre la direction d'Athémis à l'équipe des 4 là, qui prennent ça en marche et plus largement un groupe de 6. Ça, pour moi, c'est la principale différence. La deuxième, je trouve, grande différence, c'est qu'au démarrage d'Athémis, on avait des chantiers des interventions qui étaient un peu séparées. Alors, on travaillait sur un problème d'organisation, on faisait émerger une communauté de consultants internes à la Caisse de dépôt et consignation, on venait évaluer un processus territorial. On avait des choses qui étaient un peu séparées, et d'ailleurs des axes de travail qu'on appelait l'axe l'entrée entreprise, modèle économique d'entreprise, l'axe développement territorial et l'axe santé au travail. On avait des axes qui étaient un peu séparés. Là, tout ça, ça a changé, ça s'est réarticulé avec la question du central comme la question clé, et la question maintenant de l'émancipation par le travail. On ne parlait pas autant de la question de l'émancipation qu'on en parle aujourd'hui. Et là, il y a quelque chose où, je dirais, la dimension politique de l'ensemble de la communauté est beaucoup plus puissante qu'au démarrage. C'est une vraie réalité, qui est une réalité qui d'ailleurs donne un certain attrait, ou au contraire une certaine répulsion. C'est-à-dire qu'on sent cette puissance, et donc des acteurs, on n'a pas besoin de les soutenir ici, mais sont gênés par cette capacité d'action. Ce qui est intéressant, c'est que le concept d'émancipation, tu as raison, qui a émergé progressivement, il est à la fois quelque chose qui donne de la visibilité à l'ambition politique, mais également aux dimensions disciplinaires pour l'ergonomie, de mettre de manière aussi explicite l'émancipation comme l'enjeu même de son rôle. C'était à la fois implicite, mais en l'explicitant, ça change tout. De donner à psychodynamique cette question de l'émancipation, et mais pas comme ça non plus, au sens que ça prend, sociétal notamment, et en économie aussi. Donc, autrement dit, cette expression, qui était larvaire, qui était de l'ordre d'une communauté de pensée, et plutôt de conscience, à émerger au niveau d'une capacité à la penser, et à essayer, à commencer à en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'elle devient opératoire, communauté d'agir. Ça, c'est nouveau. Et on n'a pas encore fait le tour, je pense, aujourd'hui, dans cette communauté que nous sommes, pas complètement fait le tour et pris la mesure de ce qui se joue dans ce mot. Il est posé, il est reconnu. Je pense que le gros travail qui vient, ça va être d'en tirer les conséquences, je dirais, à plusieurs directions, théoriques, politiques et professionnelles. On n'y est pas. On est là c'est une pépite. C'est un trésor de... À mon avis, c'est un ressort d'aujourd'hui. On ne l'avait pas. Et effectivement, alors la dynamique de l'écologie donne l'espace, le périmètre auquel il faut le mettre, parce que c'est une écologie qui n'est pas uniquement environnementale, mais bien sociétale. Et par ailleurs, psychiquement, c'est fondamental. Donc là, on fait le lien. Il y a une unité, malgré l'apparente éparpillement des perspectives du fait de l'éloignement des frontières. Et le lien entre l'émancipation, il passe aussi par le rapport qui est en train de se reconstruire à travers la notion de vivant. Parce que la notion de vivant permet d'être en lien directement avec les enjeux écologiques. Mais le vivant, c'est aussi la capacité de la santé, d'être vivant pleinement, donc la santé, notamment la santé physiologique. Et puis, le vivant, c'est ce qui permet de créer de la valeur. Et donc ça repositionne
l'économie, à la fois sur une relecture de Marx qui parlait de travail vivant. Le travail vivant était dans le travail créateur de valeur. Mais aujourd'hui, on voit bien que justement, le vivant, on ne peut pas se limiter à la question du travail. Elle englobe d'autres dimensions qui sont créatrices ou destructrices de valeur, et donc qui repositionnent la question de l'économie sur d'autres bases. Et le vivant est très certainement, à côté de l'émancipation, le deuxième terme clé que l'on va très certainement développer dans les temps futurs. Le retour encore en arrière, quand je regarde Athémis maintenant, et avec Athémis, parce que, encore une fois, je réinsiste, c'est toute cette communauté d'acteurs que ça a permis de créer. Le retour en arrière, c'est le fait que, à la différence du démarrage, on s'adresse à des communautés, à des réseaux d'acteurs économiques et sociaux. Par exemple, le réseau Cocagne, mais aussi le réseau qui est les réseaux du CJD, qui est un réseau de dirigeants d'entreprise, aussi le réseau culturel. Et donc il y a une façon de travailler qui est une construction d'alliances, voire plus d'alliances, de capacité de coopération intime entre nous, qui est une différence par rapport au démarrage d'Athémis. Et là, le basculement d'une intervention un peu éclatée d'Athémis avec un travail de construction des réseaux, de soutien à des réseaux, le passage c'est 2010, quand nous avons commencé à travailler avec le CJD et à la mise en place de réseaux d'entreprises ou de réseaux de dirigeants intéressés par l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, ce qui continue. Et puis ça s'est approfondi avec le travail avec les réseaux des jardins de Cocagne, ça s'est approfondi avec d'autres réseaux, y compris des réseaux de consultants. Et là, c'est une méthode de travail qui s'est beaucoup développée entre 2010 et aujourd'hui, et très certainement qu'à travers cette fois-ci Coopter, mais un Coopter bis, c'est-à-dire deuxième étape de Coopter, depuis que l'ADEME ne soutient plus le processus de Coopter, une possibilité d'avoir cette fois-ci des réseaux de territoires avec nous, d'acteurs territoriaux, beaucoup plus puissants que ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. Et ça donne des missions à Athémis et une capacité d'impulser Athémis qui est en train de se renouveler et de s'enrichir. Le dernier point que je dirais, pardon. Territoire dans ce que tu viens de dire qui émerge. Bassin de vie, un territoire comme bassin de vie. C'est ça. Et c'est là que la question de l'émancipation est en même temps un soutien à un concept qu'on a toujours un peu évoqué, mais qui est un enjeu de développement et de recherche. Avant, on accompagnait des collectivités territoriales, qu'on appelait territoires, c'est des collectivités territoriales. Là, il y a un déplacement vers les bassins de vie et les acteurs qui font vivre ces bassins de vie. C'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, beaucoup plus proche des enjeux sociétaux et derrière, d'enjeux politiques posés d'une manière très différente de la politique actuelle. Et alors c'est important parce que quand même, on vit aujourd'hui, hier c'était un vote négatif de confiance au gouvernement, on vit une crise politique. Crise de politique, crise de régime, on n'est pas loin de la crise de régime. Et de trouver des modes de restructuration dans la société civile d'une autre façon de faire de la politique, c'est essentiel. Et pour moi, ce qui est en train de se jouer dans Coopter en fait partie. Alors ça donne des responsabilités de transmission. Il faudrait peut-être de passer à la transmission. Tu veux y aller sur la transmission ou tu veux que j'y aille ?